Bonjour, merci d'être là en si grand nombre. Très heureux de vous accueillir dans cette salle. Comme vous voyez, il y a plusieurs écrans. Il y a sûrement une façon pour l'un ou l'autre de pouvoir voir le diaporama. C'est en captation vidéo, donc on devrait pouvoir remettre ça sur le web éventuellement. On va aussi donc demander à ceux qui interviennent de signer un formulaire qui nous permet effectivement de le mettre sur le web. Ça pourra permettre de diffuser à ceux qui n'étaient pas présents et ceux qui sont outre-mer. Donc, vous devriez avoir le plan de la journée dans les documents qu'on vous a donnés à l'entrée. Sinon, il y a sûrement encore des copies disponibles. On a quand même un horaire assez chargé. On va essayer d'être diligent dans chacune des présentations. On commence avec un léger retard qu'on avait en partie anticipé, mais on avait anticipé 5 minutes et pas 10 minutes de retard. Donc, moi, je pensais commencer avec un petit résumé global de ce qui est le projet, parce qu'il y a des gens qui connaissent très bien, il y en a qui pourraient le faire à ma place, qui l'ont entendu des millions de fois, puis il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus nouveau et qui vont connaître une portion du projet, mais pas l'ensemble. Donc, on va commencer avec un petit résumé, et ensuite, selon l'horaire, la grille horaire que tout le monde a, vous allez avoir chacun toutes sortes de présentations sur les éléments plus spécifiques du projet. Donc, ATTRAP, l'acronyme pour CACHI, pour Algal Blooms, Treatment, Risk Assessment, Prediction and Prevention through Genomics. Et donc, le projet-là a été soumis à Génome Québec, Génome Canada. Les co-PI de ça sont Jessie Shapiro pour la génomique, Sarah Dorner pour le traitement, l'ingénierie, et Jérôme Duprat pour les aspects socio-économiques. Donc, c'était ce gros projet. Et les images. Donc, ici, vous avez le lac Erie en 2011, où vous voyez, selon l'écran, la zone où à peu près à gauche, un tiers du lac était vert et donc affecté par les algues bleuâtres. Et en 2015, on aurait pu espérer que ça aille mieux, mais non. Là, on a clairement la moitié du lac qui est verdâtre, affecté par les algues bleuâtres. Donc, forcément, ces trucs-là, ils sont affectés par la chaleur. Donc, plus il y a de chaleur, plus il y a un potentiel pour les algues de croître. Et plus il y a de nutriments aussi, ça va jouer. Donc, il y a un problème de fertilisation. Et donc, le changement climatique aggrave la situation, même si ce n'est pas uniquement, c'est pas la cause unique. Et donc, d'où vient ce problème-là? Ici, il y a une diapo que j'aime bien pour illustrer qui a un lien agricole clair. Et donc ici, là, en noir en haut, vous avez la totalité du phosphore qui est utilisé dans le bassin du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est un énorme bassin. Gardez en tête qu'on parle d'un bassin gigantesque. Les données sont sur une année. Donc, on va vraiment d'une année complète, là. Pas une année, un siècle. Donc, on a grosso modo une centaine d'années. Et donc, pour le phosphore total en noir, en bas, ici, là, en jaune et orange, vous avez ce qui est utilisé dans notre nourriture et nos détergents. Donc, ce qu'on utilise à la maison, ce qu'on consomme et qui va être rejeté dans des eaux usées, etc. Et il y a eu des petites baisses quand on s'est dit que ce n'était pas une bonne idée de faire notre lessive avec du phosphate puis qu'on a changé des petites choses. Vous avez en bleu ce qui est utilisé dans la nourriture animale. Le fil ici, c'est pour la nourriture animale. Donc, il y a l'agriculture où il y a une certaine quantité de phosphore qui est intégrée. Ce qui est le gros problème ici, c'est le vert. Le vert, c'est les engrais chimiques, engrais organiques, compost, etc., fumier. Et ça est en augmentation drastique dans le dernier siècle. Et il y a une corrélation qui nous semble quand même assez bonne entre l'augmentation d'usage d'engrais et le phosphore total. Donc, on travaille sur la base que si on veut essayer de régler le problème, il y a un lien quand même assez direct ou qu'il y a un lien qui est clair entre l'usage d'engrais, le phosphore, qui est un des principaux suspects, mais pas le seul, pour causer le problème d'algues bleuâtres. Ensuite, on a des données dans une station de traitement d'eau potable. Ce que vous voyez en haut, à gauche, ici, c'est la source d'eau. Donc, c'était l'endroit où cette ville puisait son eau pour faire de l'eau potable. Et avec une concentration mesurée de 119 microgrammes de microcystine par litre. Et vous avez ensuite, dans les autres barres, ce qui était dans l'eau du robinet qui a été produite à ce moment-là, à 2,5. Et vous avez les différents critères de qualité à côté. On va changer notre échelle pour mieux voir.
Et donc, vous avez ce qu'on a mesuré dans l'eau à 2,5. Le critère de qualité au Canada à ce moment-là de 1,5. L'OMS était à 1. Et il y a un nouveau critère qui n'était pas encore en vigueur à ce moment-là, mais qui l'est aujourd'hui aux États-Unis pour protéger les enfants à 0,3. Donc, quand nous, on a découvert ces données-là, on s'est donc rendu compte qu'il y a des gens qui buvaient de l'eau qui était largement au-dessus des critères. Et bon, c'était un projet de recherche d'un étudiant. Donc là, il a fallu contacter la Ville, le ministère de l'Environnement. Il y a un peu un branle-bas de combat. On dit, écoutez, je ne sais pas ce qu'ils boivent en ce moment, mais la semaine passée, il ne fallait pas qu'ils boivent l'eau. Donc là, il y a eu quelque chose qui a été mis en place, et c'est clair que ça a été traité par la suite, mais ça illustrait qu'il y a un problème d'information quant à la qualité de l'eau potable et qu'il y a un besoin d'améliorer ça. Donc ici, c'est des situations au Québec, pas tellement loin d'ici, où on voit donc que les toxines peuvent, dans les pires cas, ça fait de la soupe assez épaisse, et donc c'est clairement visible à l'œil nu. Ça produit des toxines qui peuvent être toxiques pour les humains, pour les animaux d'élevage, pour la faune. Il y a des coûts annuels qui sont estimés excéder 800 millions par année aux États-Unis. Et on a un exemple qui n'est pas lié aux algues, mais problème à Longueuil dans la station de traitement d'eau potable qui a amené du diesel dans l'eau, a obligé la Ville à fournir de l'eau en bouteille pendant 2 ou 3 jours. Et donc, ça a coûté $1 million juste pour les bouteilles d'eau à Longueuil pendant cet épisode-là. Et là, on n'a pas de chiffres sur les coûts légaux, les pertes de jouissance, les problèmes dans les restaurants, dans la production. Donc, juste une ampleur d'un épisode où on arrête de consommer l'eau a un coût immense. Les méthodes actuelles manquent de fiabilité quant à détecter et voir venir les problèmes d'algues. L'exemple dans une station qu'on a montré plus tôt. Et il y a à peu près 200 lacs qui sont rapportés à être affectés par les algues bleu vert au Québec seulement, de façon répétée. Donc, dans notre projet, il y a l'idée qu'au labo, comme j'ai illustré plus tôt, on peut faire des analyses en spectrométrie de masse, le standard parfait pour confirmer qu'il y a des toxines. Mais si on se fie uniquement à ça, par le temps qu'un laboratoire, même s'il travaille très vite, qui est très bon, vous dit, oui, il y a une toxine, elle est présente dans l'eau potable, bien, les gens sont en train de boire cette eau-là. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un outil diagnostique, quelque chose qui va être plus précoce, qui va nous permettre de prévenir ou d'être plus vigilant d'avance avant que les gens soient exposés à cette eau-là. Et l'idée était là de faire le lien entre les outils chimiques et les outils de génomique. Et donc, si on recule dans le temps, ici, vous avez T-3, -2, -1. Pour qu'il puisse avoir des toxines, il faut qu'il y ait les bonnes espèces de cyanobactéries qui soient présentes. Et donc, la génomique peut nous dire s'il y a des espèces qui pourraient produire des toxines qui sont présentes ou pas. Maintenant, si ces espèces-là sont là, ça se pourrait aussi que, parce que des fois, c'est jamais simple, des fois les espèces sont là, mais ce n'est pas des espèces qui ont des souches pour produire des toxines, donc elles n'ont pas la capacité de faire des toxines. Donc, c'est désagréable, c'est dommage d'avoir des algues bleu-vert dans notre cours d'eau, mais ils ne font pas de toxines, ce n'est pas grave. Maintenant, ils pourraient avoir les gènes pour produire des toxines, mais pas être prêts ou pas avoir décidé d'en faire. Ils ne sont pas dans un mode « ouais, je pourrais, mais non ». Et donc là, on peut essayer de détecter aussi à quel moment ils ont cette décision d'exprimer des gènes et de produire les toxines. Donc, il y a certainement un niveau d'erreur et d'alerte qui change selon le niveau de danger qu'on va voir. Et l'idée ici, c'est d'avoir avec une grosse base de données où on va avoir des éléments de chimie, des éléments de génomique, pour détecter à quel point il y a un niveau de dangerosité dans un cours d'eau, dans une source, et qu'est-ce qu'on met en place pour être en réponse adéquate en fonction du niveau de risque qu'on va voir. Et on espérerait avoir une réponse dans le temps qui nous permette d'empêcher les gens d'être exposés à une eau qui serait contaminée. Donc, dans l'ensemble du projet, il y a 3 activités où il y a des éléments d'échantillonnage sur le terrain, il y a des tests en mésocosme, des analyses chimiques, des analyses génomiques, il y a beaucoup de données à gérer. On espère identifier des biomarqueurs. On est divisé là, en 3 activités. La deuxième activité est vraiment au niveau des stations de traitement de l'eau potable, et donc d'identifier où est-ce que ça s'accumule dans nos stations, comment on traite les algues, comment on traite les boues qui sont générées, est-ce que la biofiltration peut être un outil, et
on espérerait ou on prévoit avoir un guide de bonne pratique parce qu'en ce moment, on peut peut-être, dans certains cas, dire à un opérateur, il y a un problème qui s'en vient. Encore faudrait-il leur dire quoi faire pour bien se préparer pour gérer le problème qui s'en vient dans la station de traitement d'eau potable. L'activité 3, c'est l'analyse coût-bénéfice, coût-avantage. Les experts me corrigeront dans l'après-midi. Et partage de coûts. Donc, l'idée, c'est d'essayer dans ce cas-ci, évaluer les coûts-bénéfices de ce qu'on a proposé dans l'activité 1 ou 2. Qu'est-ce que ça donne comme avantage? Et ensuite, c'est quoi l'acceptabilité sociale? Qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner? C'est quoi les aspects éthiques, légaux, institutionnels, réglementaires? Et comment on peut s'assurer que ça va fonctionner, d'avoir une approche préventive où on change notre modèle, on change la façon de faire au niveau agricole pour prévenir le problème. Donc, on va essayer d'avoir une réponse rapide pour empêcher l'intoxication, pour régler le problème dans les stations et, à long terme, prévenir le problème. Donc, on a ici, vous voyez, des lacs, on a des éléments au Québec, on a des mésocosmes, on a des stations de traitement, on a des analyses chimiques, on a plein de omiques, on veut valider nos biomarqueurs, on veut les identifier, les valider, il faut identifier les problèmes. Et donc, tout ça relié dans nos 3 livrables. Et donc, au cours de la journée, on va explorer différentes sections de tout ça. Donc, dans notre échéancier, je vous dirais qu'on est à peu près content d'où on est. Le problème le plus clair, on espérait avoir identifié où est-ce que les toxines s'accumulent dans nos stations de traitement d'eau potable l'été dernier. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de crises ou de bloom dans nos stations d'eau potable. Donc, sans être machiavélique, on espère que l'été prochain, il va y avoir un petit peu plus de bloom d'algues pour nous aider à identifier les problèmes. Le reste de l'horaire ou de l'échéancier semble fonctionner. Ça, c'était notre carte initiale où on prévoyait faire des échantillons. Donc, beaucoup autour de chez nous parce que c'est plus facile, il y a une question de logistique. Et ça, c'est la carte actuelle dans notre logiciel où est-ce qu'on a mis les données. Donc, tous les petits points blancs représentent des points où on a un échantillon réel qui a été recueilli puis qui a commencé à cheminer dans notre série d'analyses. Et ici, on a à l'échelle planétaire. Mentionnons ici qu'on vient d'avoir une subvention avec le Mexique, donc on va pouvoir ajouter un nombre d'échantillons mexicains conséquents à l'intérieur de ça. Et qui va avoir un petit peu plus, là, il y a des partenaires qui sont mal illustrés ici, là, mais qui sont présents en Australie, donc on devrait avoir pas mal plus d'échantillons australiens et brésiliens. On voit qu'il y a des petites marques, mais il va en avoir plus. Et donc, rapidement vous donner une idée de ce qu'on gère, bien, il y a des sites à haute intensité qu'on va régulièrement pour avoir un suivi temporel. Il y a des sites à faible intensité pour avoir un spectre géographique très large. On a des données de sonde qu'on recueille et tout ça va être intégré pour le traitement de l'information. Il y a des analyses de toxines, de nutriments, de génomiques, de métaux. Et tout ça doit être intégré en une seule base de données pour pouvoir informer, interroger, comprendre. Et donc, à date, ici, vous voyez un petit peu ce qu'on a analysé. Donc, on est ça vous donne un peu les pourcentages sur l'aspect de haute intensité, de faible intensité, les mésocosmes, les stations de traitement d'eau potable. Il y a des données, quand ça dit 0, des fois, ça a été collecté, mais là, il y a des ententes à compléter avec certains partenaires. Il y a des données qui ne sont pas dans notre base de données encore, mais qui existent. Donc, on est quand même relativement bien avancé, considérant que c'était la première année qu'on se mettait en place, qu'on apprenait à faire nos chaînes de transfert et notre fonctionnement. Et ici, c'est les partenaires, et je mets en rouge ceux qui ont renouvelé ou qui se sont ajoutés ou qui ont augmenté leur contribution depuis le début du projet. Donc, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup, et bon, il y en a beaucoup qui sont ici, mais il y en a beaucoup qui sont à l'international. Petit rappel rapide, il y a une politique de Génome Canada, Génome Québec, où chaque publication doit être en accès libre. Donc, ça veut dire que soit on choisit un journal qui est officiellement en accès libre et on paye souvent les frais qui vont avec, ou on s'assure d'avoir une version pré-publication qu'on peut mettre accessible. Donc, on vous enverra des détails et certains outils. Juste un petit rappel, quand vous choisissez où vous publiez, gardez ça en tête, de vous assurer soit d'avoir un accès libre plein droit ou d'avoir une version préliminaire que vous nous ferez suivre, qu'on pourra mettre sur le site Web pour que ce soit disponible pour tout le monde. Et un dernier mot ensuite, on a aussi démarré, et c'est maintenant en ligne,
Je peux essayer. J'ai Adopte un lac, c'est une campagne de financement où on veut essayer d'être en dialogue avec des citoyens, que chaque citoyen puisse contribuer soit en identifiant un lac, en aidant à aller échantillonner un lac, qui pour nous est quand même un apport quand même substantiel. Ce n'est pas facile d'aller échantillonner tous les lacs. Et il peut y avoir aussi un support monétaire, faire un don pour aider à analyser ces lacs-là. Et si j'essaye d'aller en ligne, eh oui, c'est ça. Il y a la page en ligne, Adopte un lac, qui est aussi traduite avec les informations, etc. Donc, c'est un outil, nous, qu'on veut utiliser. Bon, ça va nous permettre d'augmenter un petit peu plus notre couverture, spécifiquement dans des lacs où il y a des gens qui sont interpellés, qui veulent des réponses, qui veulent aider. Et ça sera aussi un dialogue citoyen avec tous ces gens-là, avec qui on va pouvoir faire suivre l'information, puis être en dialogue sur ce qu'on veut faire. Et je pense que si on revient ici, je vais compléter, je vais me faire chicaner. Il y aura des smoothies à la pause. Merci. Je ne sais pas s'il y a des petites questions ou comment on va dans l'horaire, Anna. On est parfait. Peut-être une petite question ou deux ou on embarque avec la séquence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou c'était général pour qu'on parte au même système? Bon, parfait, on enchaîne.